On en est qu'au balbutiement de cette révolution et déjà il y a d'autres perspectives qui se dessinent, notamment autour de la vidéo, de la 3D, de la téléconnectée, des expériences virtuelles ou augmentées, la géolocalisation, le temps réel. Quelles seront les prochaines innovations et comment l'immobilier va-t-il se les approprier? C'est ça qu'on vous propose d'aborder comme sujet maintenant. Et puis, on va faire en une demi-heure de présentation, tous les 6, et puis une demi-heure de questions-réponses avec vous pour répondre à vos interrogations actuelles. Je vais vous présenter les intervenants, et je vous prie de m'excuser pour le non-respect total de la parité. C'est un fait, c'est comme ça. Pascal Hippolyte Besson, directeur général, CIO, comme on dit, de Dotscreen, qui va nous parler, donc une web agency mobile, tablette téléconnectée, et avec une spécialité très tournée sur la téléconnectée et très reconnue par les acteurs de ce milieu. Olivier Ondet, qui est en charge vice-président de Orange Business Services, qui va nous faire un point sur les usages et ce que lui peut observer, notamment des questions autour des usages liés bien sûr au mobile. Raphaël Sirène de Samsung Electronics France, qui va nous parler, donc, qui est en charge du contenu et des services, et qui va aussi nous parler des observations qu'il fait sur le mobile et les usages liés au mobile. Ensuite, on va passer à Jérôme Révy, qui est président de Apps Factory. Apps Factory, vous connaissez tous, puisque c'est GeoImo comme application. Et puis, Apps Factory fait aussi beaucoup de choses autour de la 3D, la réalité augmentée. Enfin, ils ont essayé plein de choses et Jérôme va nous en parler. Enfin, et vous le connaissez, au moins la moitié de la salle le connaît, c'est une évidence, c'est Hervé Jobé-Duval, précédemment directeur général de Nexity, fondateur d'Apollonia, qui est passé du côté de la force technologique, en créant une entreprise dédiée, full dedicated à la 3D depuis 2 ans. Une entreprise maintenant de plus de 20 personnes, et il va nous présenter son projet. Je les remercie tous d'être là, et puis on va commencer. Tout de suite sans tarder. Pascal Hippolyte, la première intervention est pour toi. Donc 2007, lancement de l'iPhone 3G, explosion de la mobilité et multiplication des formes de terminaux. La télé va-t-elle être le prochain écran connecté? Quels usages peut-on en attendre? Je ne sais pas si c'est le prochain écran connecté, mais ce qui est certain, c'est qu'il est déjà connecté en fait. Je ne sais pas si l'usage est encore là aujourd'hui, quoique, on commence à avoir vraiment des bons chiffres. Ce qui est intéressant, c'est déjà savoir qu'est-ce que c'est que la télévision connectée. La télévision connectée a commencé en France, on était vraiment les pionniers avec les TPS, les CanalSat, en 96-97, on commençait à avoir un petit peu d'interactivité sur sa télé, sur son décodeur, en utilisant sa télécommande. La seule problématique, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que 16 couleurs affichées à l'écran, le terminal n'était pas connecté, donc aucune remontée d'informations. C'était très difficile de faire simplement une boutique pour vendre quelques livres ou quelques jeux vidéo, mais c'est là que ça a commencé, c'est là que la France a commencé à faire réellement la course devant par rapport à l'interactivité sur la télé. Et puis il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, sont apparus, venant des constructeurs, le premier étant Philips, les premiers téléviseurs connectés. Alors un téléviseur connecté, c'est un téléviseur qui a une prise Ethernet, qui va pouvoir se brancher à votre box à la maison, à n'importe quelle connexion Internet, même en Wi-Fi, et vous allez pouvoir télécharger des applications. Ça ressemble évidemment étrangement à ce qui se passe sur un App Store ou sur un Google Play. Donc on va pouvoir télécharger des applications et les faire jouer, les utiliser directement sur sa télé, sur le plus grand écran de la maison, au sein du salon, avec 3-4 personnes devant. Dit comme ça, ça reste encore un petit peu abscon, donc je vous propose de regarder quelques écrans des grands constructeurs. Le slide peut-être d'avant. Alors la personne qui fait tourner les slides va me haïr parce que j'en ai beaucoup, mais ce ne sont que des images. Le premier portail, c'est le portail Samsung. Et là, vous êtes devant le premier écran du portail Samsung sur les téléviseurs 2013, sachant que Samsung fait des téléviseurs connectés depuis maintenant aussi 3 ans. Mais ça, c'est la dernière évolution qui propose, dès le premier écran, non seulement de la recommandation sur les autres chaînes, mais aussi des applications directement téléchargeables.
Il faut savoir que sur un écran comme Samsung en France, on va avoir une centaine d'applications françaises et environ 400-500 applications dans le monde entier. Donc on n'est pas sur un App Store avec 300 000 applications, ce sont des applications qui sont choisies par Samsung. Il y a un vrai contrat à passer avec le constructeur pour être référencé. Donc on est sur un robinet qui est tenu par le constructeur et on est loin d'être sur quelque chose de complètement ouvert, donc un walled garden, donc il y a vraiment des choses à faire. LG, donc un portail un tout petit peu différent sur la base de tuiles, mais toujours avec les applications dès le premier écran. Ça va même plus loin que ça. Lorsque vous installez votre téléviseur LG, vous êtes obligé de passer par cet écran-là où on vous propose des applications. Lorsque vous allumez votre téléviseur, vous avez même une barre d'icônes en bas qui vous propose aussi des applications, quelle que soit la chaîne que vous regardez. L'écran d'après ? Sony, qui est connecté historiquement depuis quasiment 4 ans, mais qui a une vraie interface proche du HTML5 depuis simplement fin d'année dernière, début de cette année, qui intègre notamment l'Opera Store. L'Opera Store, c'est le navigateur Internet Opera qui est intégré et qui propose aussi des applications directement à l'intérieur. Philips, donc historiquement le premier, et je dirais au niveau du portail, ce qui ressemble un petit peu aussi... le plus vieux portail, en tout cas le moins design, le moins up-to-date, mais qui propose aussi des applications. Je n'ai pas référencé les autres, Toshiba, Panasonic et Sharp, mais il faut savoir aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans un Darty, que vous achetez un téléviseur, vous avez une chance sur 2 pour que le téléviseur puisse accueillir une application HTML5. Et puis évidemment... alors, avant de passer à la HTML5, pour être sûr, c'est... Alors, HTML5, c'est le nouveau standard HTML qui arrive qui est évidemment disponible sur tous les browsers. On est sur une version un petit peu amoindrie, mais ça veut dire que développer sur Internet, on va dire techniquement, ça veut dire que ça va pouvoir marcher sur la télé. D'un point de vue interface utilisateur, ça n'est pas du tout le cas. Évidemment, il faut adapter votre interface à la navigation via la télécommande ou via d'autres moyens qu'on va voir un petit peu après. Vos prestataires habituels auront les compétences de développer pour ces supports-là. Alors, je pense qu'ils auront les compétences. Maintenant, le savoir-faire, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Pardon, oui. Alors, HbbTV, c'est un gros mot que vous risquez de voir de plus en plus souvent sur les téléviseurs. Pour faire simple, on va dire que c'est du télétexte nouvelle génération. Ça veut dire que tous les téléviseurs que vous allez connecter chez vous, si vous recevez la TNT chez vous, donc via l'antenne, le râteau hertzien, vous allez pouvoir avoir des applications qui vont être poussées par les chaînes. France Télévisions a son application, TF1 a son application, Arte, etc., etc. La moitié des chaînes en France diffusent sur ce format et on est toujours proche du HTML. Alors évidemment, il n'y a que les chaînes qui peuvent diffuser des applications, mais là où ça devient intéressant, c'est quand on parle de publicité interactive. Évidemment, tout le monde parle de publicité interactive, mais on ne le voit pas sortir. Il n'y a pas la technologie qui permet de faire ce genre de choses de façon suffisamment ouverte et rapide. Grâce à HbbTV, c'est une technologie qui arrivera dans l'année. Les nouvelles consoles de jeux qui arrivent donc sur le mois de novembre cette année en France, la Xbox One et la PlayStation. Un petit chiffre, sur Xbox 360, la génération d'avant, les joueurs passent plus de 50% de leur temps à faire autre chose que du jeu. C'est-à-dire que c'est une console de jeu, oui, mais ça devient une console multimédia sur laquelle on peut télécharger des applications, de la télévision de rattrapage, des applications Allociné par exemple, pour mieux connaître les cinémas qui sont autour de chez moi et quelles sont les séances qui vont être diffusées. Donc de plus en plus d'applications arrivent directement sur les consoles de jeux, en dehors des jeux classiques. Est-ce que dans ces applications, Pascal Hippolyte, ce sont que des applications vidéo ou est-ce qu'on commence à avoir d'autres types d'applications qui prennent la part sur le jeu ? On est sur la télé, donc la vidéo est prioritaire, je dirais, en termes d'usage. On ne va pas aller regarder, lire Le Figaro sur son écran de télé en étant assis à 2,50 m de l'écran. C'est dommage. C'est dommage, mais je suis sûr qu'il y a une nouvelle version du Figaro avec plein de vidéos qui va arriver. Tout à fait. Donc il est plus intéressant évidemment de pousser des vidéos ou en tout cas d'avoir une immersion complète à l'intérieur du téléviseur et pas simplement lire des articles avec du texte. Donc la vidéo est prioritaire. Il y a ensuite les nouveaux boîtiers OTT. Alors OTT c'est un bien grand mot, globalement c'est juste un boîtier qu'on va brancher en plus de sa télé et en plus de sa boîte de connexion à Internet qui va vous offrir plus de choses, qui va vous offrir des films et des applications supplémentaires. Et beaucoup de boîtiers, vous avez peut-être entendu parler de la Google TV, c'est un boîtier OTT supplémentaire. De nombreux boîtiers vont être lancés en France cette année. Des mots comme Roku, Boxy, Netflix, par exemple, si vous avez entendu un tout petit peu parler de Netflix qui propose de la VOD par abonnement aux US, tourne sur ce type de boîtier.
Évidemment, on ne va pas interagir avec tous ces écrans. Encore une fois, imaginez-vous, dans votre salon, vous êtes assis dans votre canapé, à 2 mètres devant vous, vous avez un écran de télé. Comment on va interagir avec cet écran de télé? La télécommande simple fonctionne toujours, mais ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Alors évidemment, avoir un clavier sur les genoux et une souris sur le canapé, ça ne marche pas très très bien non plus. Depuis cette année, il y a des nouvelles télécommandes qui sont arrivées, notamment chez LG par exemple. Ils appellent ça la Magic Remote. C'est la télécommande que vous avez ici, et c'est la seule qui est fournie avec les nouveaux téléviseurs. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins de touches que d'habitude sur ce type de télécommande. Il n'y a plus de digits, et on est à peu près sur une dizaine de touches simplement. En fait, cette télécommande, vous allez pouvoir l'utiliser comme une télécommande de la Wii. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser dans l'espace, et vous allez avoir un pointeur qui va se balader à l'écran. Donc on remplace la souris. Ce qui est compliqué, évidemment, aussi, c'est le clavier. Alors on peut imaginer un clavier virtuel à l'écran, et avec la souris, aller pointer sur les différentes touches. Mais il y a mieux que ça, c'est la reconnaissance vocale. À n'importe quel moment, je peux prendre ma télécommande, je suis en train de regarder TF1, je prends ma télécommande et je vais dire « météo ». La télé va faire une recherche de tous les contenus météo qu'elle peut proposer, à la fois sur les chaînes, mais aussi sur Internet et sur les applications qu'intègre le store d'LG. Donc l'intégration de ce type de moteur de recherche peut permettre de trouver très rapidement des contenus, quelle que soit la provenance de ce contenu et quel que soit l'endroit où je suis à l'intérieur de ma télé, sur une chaîne, dans le store, dans une application. Et évidemment, la révolution, c'est aussi le second écran. L'idée n'est pas simplement d'avoir une application sur la télé, mais que cette application réponde à un écran que je peux avoir dans la main, sur les genoux, comme un iPad ou un téléphone, comme une tablette ou un téléphone. On parle de synchronisation et de second screen, donc de synchronisation avec l'écran principal vers l'écran déporté. Il faut savoir, et c'est une étude médiamétrique qui le montre, qu'il y a 2 personnes sur 3 qui aujourd'hui ont un deuxième écran sur les genoux ou dans la main en même temps qu'ils regardent la télé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous poussez une information, vous avez une publicité par exemple à l'écran, qui va vous proposer venez acheter notre formidable maison qui est juste à côté de chez vous, mais juste à côté de chez moi, comment la télé le sait. Mon application va se synchroniser, va faire la géolocalisation, va me proposer uniquement les contenus que j'ai autour de chez moi. Donc on a vraiment une synchronisation complète et automatique entre l'écran principal et le second écran. C'était le dernier slide, mais il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le prix. C'est-à-dire que vous connaissez certainement le prix pour développer une application sur iPad ou sur iPhone ou sur smartphone Samsung, sur Android, bientôt sur Tizen ou sur Windows 8. Il y a beaucoup de fragmentation, mais beaucoup moins qu'il y avait il y a 5-6 ans sur mobile et tablette. Sur la télé, c'est beaucoup plus simple que ça. Si aujourd'hui vous voulez développer une application et la déployer dans le monde entier, par exemple avec Samsung, n'hésitez pas, il est juste là, vous pouvez signer un seul contrat unique. Développer l'application va vous coûter entre 20 et 30 000 euros et la référencer donc dans le monde entier avec une seule signature d'un contrat avec Samsung en Corée. Évidemment, s'il n'y a que la France qui vous intéresse, mais par contre vous ne voulez pas signer qu'avec Samsung, vous voulez signer avec tous les constructeurs, le développement de votre application va vous coûter à peu près 50 000 euros et vous allez être disponible sur Samsung, LG, Philips, Toshiba, Panasonic, Sony, tous les constructeurs qui proposent de l'interactivité. Donc le ticket d'entrée est assez faible si vous comparez au simple développement d'un site web ou au développement de l'application que vous pourriez avoir sur tablette ou smartphone. Pour me faire l'avocat du diable, il est aussi faible au regard du retour aujourd'hui. Il y a peu de population, les télés ne sont pas toutes connectées. Alors les télés, c'est vrai, ne sont pas toutes connectées. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, il y avait 9 millions de télévisions vendues en France. Il y a 2 ans, il y en avait 7 millions. Cette année, les chiffres montent à peu près 5,7 millions. Sur 5,7 millions de téléviseurs vendus, il va y en avoir 2,5 millions qui vont être connectables. 2,5 millions, si vous comparez à un parc d'Orange, par exemple de décodeurs Orange, ou un parc de décodeurs Free, vous êtes supérieur. C'est-à-dire que simplement en travaillant sur la télé avec ce ticket d'entrée à 50 000 euros uniquement sur la France, vous allez être uniquement sur l'année 2013 sur un parc supérieur à n'importe quel deal que vous pourriez faire avec n'importe quel constructeur, avec n'importe quel opérateur. Alors évidemment, c'est vrai que l'audience n'est pas encore là, elle n'est pas aussi poussée que ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des places à prendre aujourd'hui. La révolution est moins rapide que sur le mobile, donc elle est un petit peu plus lente à s'installer, mais ce qui est certain, c'est que tout le monde achète une télé aujourd'hui.
Et le fait qu'elle soit connectée ou non n'est pas un critère d'achat. C'est vraiment en sortie de caisse, on va de toute façon, au fur et à mesure, avoir un parc entièrement renouvelé. Allez, je t'arrête là. Je sais que tu pourrais durer 2 heures, c'est passionnant. Et puis en plus, la télé suit le même chemin que l'évolution du mobile, à savoir des stores, etc. Olivier Hondet, vice-président Orange Business Service. Quand on parle d'accès, on parle forcément de FAI. Et on voulait parler de la 4G. Est-ce qu'elle va développer? Elle va forcément développer la vidéo en mobilité. Elle va accompagner la croissance de ce support. Peut-on faire un point sur l'arrivée du très haut débit dans nos poches? Peut-on aussi évoquer les prochaines innovations majeures qu'Orange pourrait proposer à ses clients? C'était un peu autour de ça qu'on voulait discuter. Tout à fait. Alors peut-être pour vous préciser un peu, quand on parle Orange, c'est principalement, en tout cas avec les perspectives que je vais vous donner, trois métiers. Vous connaissez Orange en tant qu'opérateur grand public, qui construit des réseaux apportant du haut débit à pas loin de 30 millions de consommateurs, haut débit fibre en fixe, et puis la 4G, et je vais y revenir. Orange est également un opérateur qui vend à des entreprises, notamment pour équiper les sites physiques, les employés, et là aussi le haut débit et ce qui est en train d'arriver dans le paysage des smartphones au sens large, smartphones, tablettes, tous ces équipements digitaux a des impacts. Et puis Orange, toujours sur le marché entreprise, est également une des plus grandes entreprises, c'est moins connu, de services numériques, ou SS2I comme on dit. On a plus de 2000 personnes qui travaillent dans les métiers de l'intégration digitale pour des clients en banque, assurance, tourisme, transport, des chaînes télé. L'immobilier, c'est évidemment plus petit, parce que pour faire ça, évidemment, il faut parler le métier du client, c'est-à-dire en l'occurrence, quand on vous parle à vous de l'immobilier, et on sait très bien qu'on est loin d'être les seuls à savoir faire ça, donc on a un sujet qui est de faire des API qui permettent, des points qui permettent par exemple à ce genre d'entreprise d'aller développer des innovations qui s'appuient sur le réseau et qu'elles auraient peut-être eu plus de mal à développer purement de façon unitaire. Je vais vous parler de 2 innovations majeures. Alors l'une, c'est la 4G. Peut-être avant de parler de 4G, on va parler de terminaux. Aujourd'hui, c'est des smartphones. C'est 50% à peu près des consommateurs en France qui sont équipés de smartphones. Ce sera 75% dans 3 ans, donc autant dire que tout le monde a un smartphone. Plus rapide encore en termes de croissance, la tablette. Dans 3 ans, on est à 60% des consommateurs équipés de tablettes. Donc on est à peu près déjà aujourd'hui à 6 ou 7 écrans par foyer. Donc ça, c'est pas le 2e écran, c'est déjà le 5 ou 6e ou 7e. Enfin, la télé est sans doute le 1er ou le 1er et demi. Donc voilà. Et donc la tablette, c'est en train d'arriver c'est déjà lancé évidemment, mais le taux de croissance des tablettes est plutôt plus important que les smartphones, et de plus en plus, elles sont justement équipées 4G. Et puis, une des innovations importantes, c'est sur laquelle je vais revenir, qui est en train d'arriver dans les smartphones, c'est ce qu'on appelle le NFC. C'est notamment un des points sur lesquels on allait parler. Le NFC, ça veut dire Near Field Communication, communication en champ proche. Concrètement, dans ce terminal, qui se trouve être un Samsung en l'occurrence, vous avez une carte SIM. Oui, ça aurait pu. Oui, parce que tous les smartphones ne sont pas des iPhones, c'est 1 sur 5 à peu près, mais quand vous voulez faire des choses pour smartphone, il faut penser à quelques OS, mais il faut, voilà. Il y a une petite antenne là, qui est sur la batterie, qui est soudée à la carte SIM, et ça permet, quand on tape, c'est le mot qu'on emploie dans le NFC, de dématérialiser un badge, une carte. Donc là, vous regardez vos portefeuilles, vos sacs à main, vous regardez tout ce qu'il y a dedans, et typiquement, on construit des solutions. Alors quand je dis on, c'est tout l'écosystème, opérateurs, fabricants de terminaux, cartes SIM, qui sont déjà en train de permettre de dématérialiser une carte bancaire, un titre de transport. Vous voyez, quand vous voyez ça et que vous regardez votre badge Navigo, ça ressemble beaucoup à une carte et une petite antenne. Des systèmes de contrôle d'accès. Alors je ne vous dis pas qu'on va dématérialiser les clés tout de suite, parce que pour que ça fonctionne, il faut que la serrure soit NFC. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est de plus en plus fréquent maintenant de déployer des portiques. Voilà, les terminaux NFC, c'est aujourd'hui 40% de nos ventes. Donc voilà, on est en train de mettre dans les poches d'un peu tout le monde des terminaux NFC. Alors si je reviens sur la 4G, qu'est-ce que ça change ? La 4G, c'est 3 choses principalement. C'est un réseau, un réseau qui couvre aujourd'hui 500 villes. Vous voyez tous les opérateurs lancés dans la couverture
de la population, hein. On ne sera pas loin de 40% de la population, et puis évidemment on continue sur notre lancée. Qu'est-ce que ça apporte concrètement de plus que la 3G? C'est une question assez légitime que vous pouvez vous poser. Deux choses. L'une, c'est de la rapidité, plus de débit. Y compris quand on est en mobilité, sans forcément avoir à se connecter en Wi-Fi en appairant sur la Livebox qu'on connaît bien. Alors à la maison ça marche, mais en mobilité c'est moins le cas. Alors ça peut avoir un impact parce que, je vois, on développe aussi nos applications dans le secteur de l'immobilier, hein. Quand on développe une appli pour les consommateurs, après on voit les agents qui l'utilisent pour montrer des choses à leurs clients. Ils le font en mobilité, ça peut être un peu lent. Quand on utilise un réseau 4G, ça va plus vite. Si le terminal qu'on utilise, c'est pas un smartphone mais une tablette, évidemment, il faut du débit pour rendre le contenu multimédia. Donc voilà, concrètement, ça amène le foisonnement d'applis dans lequel on peut tous travailler à devenir de plus en plus performant. On y travaille, nous, en tant qu'opérateurs. On y travaille également en tant qu'intégrateur quand on développe des applis. La 4G, donc c'est plus rapide, c'est plus fluide aussi. Alors plus fluide, la 3G, vous l'expérimentez sans doute tous, la latence, comme on dit, le temps que le réseau réponde est à peu près 100 à 200 millisecondes, 0,2 secondes. Alors ça peut paraître déjà assez court comme ça. En fait, c'est ça qui donne l'effet du téléphone qui doit se réveiller un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ça veut dire qu'on attend un petit peu avant que ça arrive, et quand on est sur des applications très temps réel, comme la voix, la visio, et puis même quand on veut voir des choses en temps réel, c'est un peu lent. Alors en 4G, on est plutôt à 20 millisecondes. Donc au lieu de 100 à 200 millisecondes, on est 5 à 10 fois plus rapide en termes de temps de latence. Et ça, préparant cette conférence, j'étais en train de me projeter. J'ai une assemblée générale de copropriété chez moi là dans 5 minutes, à laquelle je ne serai pas. Si le syndic avait pu mettre en place un pont de visio, j'aurais pu juste après, sans doute, participer à ça, comme je le fais dans mon monde professionnel de façon régulière. Hein. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des réunions, c'est peut-être votre cas aussi. Voilà, on enchaîne les réunions, on met sur le pont, on est en visio, ça marche très bien. Aujourd'hui, en tant que consommateur, un peu averti, un peu geek, hein, je le concède, c'est pas possible. Il va falloir que je me déplace et j'arriverai en retard. Mais bon, l'essentiel sera là, on votera la fibre Orange. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que la latence, ça joue notamment pour toute cette question d'interactivité, qui est une question de réseau, qui est aussi une question... évidemment, d'avoir quelqu'un qui répond en face et quelqu'un qui fait son métier, en l'occurrence d'agent immobilier ou de conseiller ou de téléconseiller. Donc voilà, il y a aussi des solutions pour ça. Ça part du réseau, mais évidemment, ça va bien au-delà. Est-ce qu'on passe sur la NFC tout de suite? Parce que vous êtes passionnant, mais... le NFC... Vous dépassez l'espace. Le NFC, j'ai presque tout dit, en tout cas tout dit dans ce qu'on peut dire rapidement. C'est en train d'arriver, c'est dans les poches, ça permet de dématérialiser des cartes, des badges, des titres de transport. Donc peut-être un point concret là-dessus, quand on dématérialise un titre de transport, on a pas mal de projets, nous, avec des villes aujourd'hui. On dématérialise le plan de la ville, mais aussi comment se rendre d'un point A à un point B. On se branche sur les systèmes d'horaires de bus, et puis quand on dématérialise le titre de transport, on peut faire du point à point. Donc on peut, vous avez rendez-vous à tel endroit, on peut faire en sorte que tel endroit, ça soit complètement dans le mobile. Depuis je badge, je sais où je vais, je vois où est l'agent immobilier avec qui j'ai un point de rendez-vous. On contribue à rendre ça plus fluide. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis on verra tout à l'heure si dans les questions-réponses vous voulez approfondir le point sur NFC, il y a une démo que Olivier nous a préparée. Raphaël Sirène, Samsung Electronics France, en charge du contenu et des services et bien d'autres choses. Et on voit bien que les usages, j'ai mon anti-sèche. J'espère ne pas avoir de problème de batterie avant la fin de la conférence. On voit bien que les usages n'ont pas fini d'évoluer et qu'il va falloir s'y adapter en permanence. Chez Samsung, vous observez un autre aspect de la révolution mobile, c'est le BIOD et le COP. Je vous laisse nous l'expliquer. Oui, merci Hervé. Bonjour à tous. En fait, ce sont deux gros mots, c'est les deux seuls que je vais prononcer ce soir. L'idée, c'est d'illustrer en fait les problématiques que l'on rencontre dans l'entreprise qui doit gérer en fait un ensemble de salariés avec un moyen de communication qui est devenu par essence le smartphone et, comme le dit Olivier, en fait avec la tablette également. En fait, il y a finalement deux manières pour vous qui êtes des dirigeants d'entreprise, quand vous voulez que vos salariés soient joignables à tout moment, aient accès au système d'information de l'entreprise, aux derniers biens à vendre, etc.
c'est soit de les pousser à s'équiper avec un matériel connecté, soit de les équiper vous-même et de leur fournir ce matériel. Il y a eu longtemps un débat en fait sur le fait de dire que finalement c'était plus simple de laisser chaque utilisateur choisir lui-même le matériel. C'est ce qu'on appelle le BYOD ou le Bring Your Own Device, c'est-à-dire apporte toi-même ton produit, quitte à ce qu'il soit remboursé par l'entreprise. Hein, c'est le cas dans des entreprises américaines où la première chose qu'on vous demande quand vous êtes embauché, c'est d'aller acheter une tablette et on vous la rembourse. Ça, c'est la première manière en fait d'équiper les utilisateurs. C'est quelque chose qui a eu une forte tendance à un moment parce qu'on s'est dit tiens, ça va finalement être plus économique pour l'entreprise et si la personne est propriétaire de son produit, elle va en prendre plus soin. Enfin, je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé de laisser malencontreusement tomber votre PC qui avait 3 ans d'âge en espérant qu'il soit en panne et qu'on ne puisse pas vous le remplacer par le même, mais par un plus récent. Ça m'est jamais arrivé, moi. Moi, j'ai toujours des produits assez récents où je suis, donc ça, c'est mon avantage. Simplement, c'est vrai que le produit d'entreprise, on constate qu'il est plus maltraité en général que le produit qui est détenu par l'utilisateur final. Ça, c'était vrai aussi à un moment donné où, comme dans les années 30, quand Henry Ford a créé les premières Ford T, il y avait le choix de la couleur. Vous avez le choix de la couleur pourvu que ce soit une Ford T noire. Et c'était un petit peu aussi la tendance dans les entreprises au départ, où on avait le choix du terminal pourvu que ce soit un produit pas sexy, pas fonctionnel. Et avec l'arrivée des smartphones, clairement, on avait envie d'autre chose. Dans des populations aussi souvent à vocation commerciale, comme ça peut être le cas dans vos métiers, clairement, on a envie de se faire plaisir, d'avoir un produit un peu haut de gamme, il y a un sentiment d'appartenance, etc. Et donc du coup, les entreprises ont commencé à voir ce qu'on appelle aussi la consumérisation en fait du mobile, c'est-à-dire qu'on prend dans le domaine du grand public des choses pour les amener au sein de l'entreprise. Ça a été le cas pour les outils de travail. Au début, en entreprise, on avait toujours des écrans monochromes avec du texte, alors qu'à l'extérieur, on avait des sites web qui étaient un peu sexy, avec des logos de toutes les couleurs, de la 3D, etc. etc. Donc ça a poussé l'entreprise aussi à faire évoluer ses outils. Et donc, dans l'entreprise aujourd'hui, finalement, ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez un utilisateur qui achète son propre produit, vous perdez la maîtrise, en fait, de la flotte d'appareils qui sont présents dans l'entreprise. Ça veut dire que si moi, en tant que personne, j'ai acheté un produit et que je me le fais voler par hasard, même si j'en prends très soin, finalement, j'ai peut-être d'autres priorités d'achat demain que de me rééquiper. Et du coup, en fait, la productivité que l'on avait avec des salariés hyper connectés, on la perd puisque le salarié finalement n'a plus son produit avec lui. Et puis se pose aussi la problématique de sécurité. Perte d'informations confidentielles, qu'est-ce qui se passe quand on perd le produit, qu'est-ce qui se passe quand le salarié quitte l'entreprise. Alors pas fâché, généralement ça se passe bien, fâché ça peut arriver aussi malheureusement, et là on se retrouve avec des informations souvent confidentielles dans la nature. Donc il existe des solutions pour permettre de sécuriser et de séparer le pro et le perso sur un produit. Qu'il vienne de l'extérieur, qu'il soit acheté par le salarié, ou qu'il soit fourni par l'entreprise. Finalement, chez Samsung, on n'a pas trop d'état d'âme, qu'il soit acheté par l'utilisateur ou par l'entreprise. Il y a environ 70% de chances pour que ce soit un Samsung. Donc, n'y voyez aucune motivation business à vous pousser à équiper vos propres salariés. Simplement, on constate quand même qu'il y a une meilleure maîtrise quand c'est fait par l'entreprise. Et donc, je voulais juste demander à Michael de nous passer une petite vidéo d'1 minute 30 qui illustre en fait la manière dont on peut séparer de manière assez simple, rassurez-vous, c'est pas du tout technique. How to use Samsung Knox. Samsung Knox offers a separate environment for work. Voilà comment je la commenterai après. Sinon, Michael, si tu peux couper le son. Non, on va la laisser. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en anglais et pas en coréen. C'est déjà plutôt un bon point. Using the company's existing MDM policies for a particular device. Non, Michael, je suis désolé, en fait c'est l'autre. Celle-ci c'est la longue qui fait 3 minutes 30 et qui endort tout le monde. On va juste mettre l'autre, ça suffira. Samsung Knox offers a separate environment for work called the Knox Container. Knox Container allows companies to create a highly secure container
based on SE for Android. It keeps company apps and data separate from personal apps and data in a smartphone. It authorizes users and IT administrators to encrypt data in the device, as well as in the Samsung Knox container. With enhanced security and a user-friendly interface, Knox Container helps people use one smartphone for both work and play. Let's get a photo as an email attachment in the container. This picture may contain confidential information. You can see the picture and share it through those applications that have been approved by the company. However, in your personal home gallery, you cannot see any picture that has been taken in Knox mode. Pictures taken from your personal home, however, can be shared as you choose. Enabling business users to use one smartphone for both work and play. Samsung Knox. Bon, voilà, c'était rapide, hein, je vous avais prévenu. En fait, c'est vraiment important d'être capable de séparer le pro du perso sur un produit mobile, pour les raisons qu'on a évoquées de sécurité, etc., mais également des raisons légales. C'est-à-dire que si vous effacez à distance le contenu de l'ensemble du smartphone et qu'il n'appartient pas à l'entreprise mais qu'il appartient aux salariés, on peut vous reprocher d'avoir effacé les photos des enfants, etc. Donc ça peut poser certains soucis. Et puis c'est vraiment une tendance, le sentiment d'appartenance à une entreprise passe aussi par aujourd'hui le smartphone. C'est souvent plus simple que de proposer une voiture de fonction à un salarié, à certaines personnes, c'est certain. Et c'est ce qui s'est passé par exemple, et c'est ce que l'on voit même dans de grandes entreprises comme la SNCF, où on a équipé d'ailleurs avec Orange les 12 000 contrôleurs d'un smartphone Samsung, qu'ils utilisent parce que ça leur permet d'être au courant en fait des retards de train, etc. Auparavant, ils recevaient ces informations par SMS. Imaginez la difficulté pour suivre des informations complexes comme des retards de train, des changements de correspondance, ce genre de choses. Et donc en fait, ce qui a été proposé aux contrôleurs, c'est d'utiliser ce téléphone professionnel à des fins personnelles, moyennant une contribution bien sûr pour la partie personnelle. Et il faut savoir qu'environ 60% des contrôleurs ont accepté et ont demandé cette utilisation personnelle supplémentaire, les autres étant déjà équipés d'un smartphone par exemple. Donc c'est vraiment important de considérer en fait le smartphone ou la tablette comme un outil de productivité aujourd'hui. Avant, il était acheté par les moyens généraux. Aujourd'hui, c'est acheté par les directions informatiques parce que on a quand même un véritable mini-ordinateur entre les mains. Et parfois, ça peut être tout à fait suffisant pour certaines professions. Voire même, ça peut justifier l'équipement de certains types de personnes à qui on n'aurait pas confié un PC portable parce que c'est lourd, c'est compliqué à trimballer dans sa poche, etc. Voilà à peu près. Très bien. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Jérôme Révy. Alors Jérôme Révy, qui est le patron de Apps Factory et qui est le premier spécialiste du secteur immobilier de la conférence. Et donc, vous développez des services innovants autour des nouvelles technologies, 3D, visite virtuelle, réalité augmentée, géolocalisation temps réel. Comment ces technos changent-elles le mode de communication dans l'immobilier? C'est là-dessus qu'on voulait que vous interveniez. J'espère que vous ne dormez pas encore. En tout cas, j'espère que mon propos ne va pas non plus vous endormir, mais j'ai choisi de l'illustrer à la fin, comme l'a fait mon prédécesseur, par une petite vidéo qui va vous montrer quelques usages que nous avons développés. Donc nous, effectivement, on est d'abord des spécialistes des solutions mobiles, mais adaptées au marché de l'immobilier. C'est 80% de notre activité. Et puis, dans ces 80%, c'est le marché de l'immobilier neuf et le marché de l'immobilier ancien. Voilà, donc on a développé des solutions spécifiquement mobiles sur ces deux marchés. Donc je vous expliquerai tout à l'heure, vous verrez avec la vidéo, c'est facile à comprendre. Alors moi, je voulais rebondir sur la question parce que la question, c'est comment les modes de consommation ont fait comment les technologies ont fait évoluer les modes de communication. Moi, je prends la question dans l'autre sens. La réponse, c'est pas tellement les modes, c'est pas tellement les technologies qui ont fait évoluer les modes de communication, mais pour moi, ce sont d'abord les usages qui ont fait évoluer ces modes de communication.
Mais ça, on l'a bien vu, et bon, tout le monde a un portable ici, évidemment. Et une tablette. C'est une bonne question. C'est assez intéressant. Qui a une tablette ici? Voilà, bon, on est très nombreux. Je crois qu'il y a 5 millions de tablettes vendues en France, 24 millions de smartphones. Bon, on est dans des chiffres qui sont quand même extrêmement importants. Et évidemment, bon, en 2007, vous parliez tout à l'heure du lancement de l'iPhone. Moi, c'est comme ça que j'ai lancé Apps Factory. C'est quand j'ai vu un iPhone la première fois, je me suis dit, tiens, il y a un Google Maps dessus, mais c'est génial parce que tous les modèles économiques qu'on a connus sur l'Internet en 2000, c'était évident qu'ils allaient se développer sur le mobile. Donc, c'est d'abord moi, en tant qu'usager, qui ai fait évoluer les modes de communication de vous, professionnels de l'immobilier, de nous, professionnels de l'immobilier, parce que nous consommons l'information de manière très différente. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'est pas si vieux que ça, quand on voulait chercher un bien immobilier, qu'est-ce qu'on faisait? On attendait chez moi, c'était le paru vendu, vous savez, le 69, parce que j'habite à Lyon. Et donc, on attendait le paru vendu, qu'il arrive dans notre boîte aux lettres pour chercher les annonces. Bon, bah ça a évolué. Aujourd'hui, on a des pushs sur nos téléphones portables. Quand je lis que Se Loger annonce que 50% de son trafic est lié au mobile, je me dis, eh bien c'est vraiment le mobile qui a fait aujourd'hui évoluer nos modes de communication. Donc ce sont les usages qu'on en fait. Hein. Donc ça c'est très important à mon avis à voir. Bon, nous avons modifié nos modes de consommation complètement. On devient même complètement dépendant. Je lisais l'autre jour une étude, tiens, très intéressante, ça va vous faire rire, mais c'est eBay qui a fait cette étude-là. Alors ils ont mis 200 personnes dans une étude et puis on leur a dit pendant 4 jours vous n'utilisez pas votre téléphone. Et bien pendant un tiers des gens la première journée ont abandonné. C'était pas possible pour eux. Et alors au bout des 4 jours quand même on les a interrogés les autres. Et puis alors ils ont répondu ah oui mais pendant 4 jours j'ai perdu un sentiment de puissance. Vous imaginez un peu la dépendance qu'on a avec nos téléphones. Donc forcément nos modes de communication ont vraiment évolué. On est dans de la consommation instantanée. Et d'ailleurs c'est assez contradictoire dans l'immobilier, parce que dans l'immobilier, on est plutôt là pour faire un acte d'achat qui s'inscrit sur du long terme. Vous êtes d'accord avec moi? Et malgré tout, le téléphone s'utilise pour acheter quelque chose qui s'inscrit dans du long terme. On va utiliser un mode de communication qui est très court-termiste, parce qu'on a des gens qui vont passer d'une annonce à l'autre. D'ailleurs, on le voit, les gens qui appellent une agence immobilière, quand ils ne l'ont pas au téléphone, ils passent à une autre annonce. Donc si vous ne captez pas l'utilisateur tout de suite, là, dès qu'il appelle, vous êtes dépendant, hein, vous le perdez. Donc attention, nous professionnels de l'immobilier, il faut qu'on évolue parce que les gens évoluent. Et pourquoi les gens évoluent? Parce qu'un gamin, quand vous lui mettez à 12 ans un téléphone dans la main, je vous promets que quand il aura 30 ans, 40 ans, quand il va acheter son premier bien immobilier, il va l'acheter différemment que vous l'avez acheté, parce que vous avez fait un acte d'achat très raisonné, vous avez mis 6 mois à chercher, vous avez pris le paru vendu toutes les semaines. Lui, il va faire complètement différemment. Donc attention à ça et à bien prendre en compte ça dans toutes nos stratégies marketing. Ça, c'est très important. Donc, et puis il y a le deuxième élément qui fait que ces modes de communication évoluent, c'est la tablette, parce que je lisais 5 millions de tablettes dans les foyers, c'est très bien, mais évidemment, maintenant qu'on a mis des tablettes chez Auchan à 79 €, vous imaginez bien que les foyers français vont s'équiper d'une tablette, ça c'est une évidence. C'est la même chose que ce qu'on a fait avec les ordinateurs, hein. Donc, forcément... les tablettes, je ne veux pas être trop technique, mais les tablettes à 70 € chez Carrefour n'ont pas les mêmes... détrompez-vous. Pas le même service. Détrompez-vous, parce que moi alors vous savez, nous on développe des trucs en 3D sur la tablette et on s'est dit ça va bouffer des ressources. On va acheter une tablette chez Boulanger à 79 €, ça va pas marcher. Ça a marché, figurez-vous. Pourquoi? Parce que ça marche sur Android. Et Android finalement c'est pas si mal que ça. Voilà. Bon bref, je passe sur ce sujet. C'était un petit clin d'œil pour mon voisin. Donc ces supports de communication dans l'immobilier, et forcément il faut qu'ils s'adaptent. Et il y a plusieurs facteurs qui vont accentuer ce phénomène. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Le premier, c'est la crise. Alors, ça va vous faire rire, mais c'est une évidence pour moi que la crise a fait évoluer nos modes, pas nous de consommation, mais évidemment nos modes de consommation, mais surtout les modes de communication. Je prends un exemple très simple. Un promoteur immobilier aujourd'hui. C'est la crise. Ah, c'est la crise. Il faut me rallumer le micro parce que je ne peux plus parler. Ah, très fort. Bon, donc je disais, la crise fait évoluer nos modes de communication. Un promoteur immobilier, aujourd'hui, il se dit, oh là là, comment je fais pour optimiser mon ROI? Avant, il ne se posait pas tellement la question. Il balançait du fric, parce qu'il pouvait en avoir sur certains gros programmes,
Donc il faisait du 4x3, il faisait vous savez, les petites bulles de vente, il faisait tout un tas de trucs sans se poser tellement la question de savoir comment est-ce qu'il allait pouvoir rentabiliser tout ça. Aujourd'hui, il se pose la question comment je vais rentabiliser tout ça. Donc il ROIse, vous connaissez très bien ce terme-là, il ROIse un max. Et donc il se dit, bon, la maquette par exemple, est-ce que c'est vraiment important d'avoir une maquette? D'autant plus que mon mode de distribution il est très différent. La maquette c'est plus si important que ça. Donc je la dématérialise. Et comme je veux que l'acte d'achat soit fait le plus vite possible, parce que attention, j'ai les banquiers au cul, je sais qu'il faut que je vende 50% de mon lot avant de construire. Ah, merci, non. Donc forcément, il faut qu'il aille très vite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va mesurer tout. Ah, voilà, ça marche. Merci Seigneur. Il va tout mesurer. Merci monsieur. Voilà. Oui. C'est le chef là-bas. Il va tout mesurer. Il va mesurer son ROI, savoir que sur tel site, comment est-ce qu'il va être rentable avec le nombre de contacts et puis le prix qu'il paye, etc. Donc pour moi, la crise, c'est un premier facteur d'évolution de nos modes de communication, enfin de ceux des professionnels de l'immobilier. Et je pense qu'ils se reconnaîtront très bien dans ce que je dis. Le deuxième, c'est le fait que j'avais noté un chiffre. Est-ce qu'on envoie la vidéo? Non, on n'envoie pas tout de suite. Attention, il faut que je finisse de parler. Il y a 23% des collaborateurs en entreprise qui utilisent leur smartphone pour des besoins en entreprise. Donc, ce qui fait évoluer ces modes de communication dans nos métiers de l'immobilier, ce sont aussi les collaborateurs qui utilisent ces moyens-là à titre personnel. Ensuite, on a les fonctionnalités des mobiles. Maintenant, on a un mobile qui fait plein de trucs. Donc, quand on peut faire tourner un modèle 3D, quand on peut faire de la réalité augmentée, quand on peut géolocaliser, quand on peut relever ses mails, répondre à son client, bah, évidemment, ça fait évoluer nos modes de communication avec nos clients. Et puis ensuite, c'est vrai, je l'ai dit, enfin, il l'a dit tout à l'heure et c'était très important, c'est les réseaux des opérateurs, puisque plus le réseau de l'opérateur va vite, et plus on fait fonctionner des applications qui sont lourdes et qui ne marchaient pas avant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dématérialise, on héroïse, on optimise, on cible, et puis bah, tout ça, ça fait que les technologies qu'on voit aujourd'hui dans nos secteurs de l'immobilier, c'est plus seulement le réseau social, c'est le mobile, c'est la 3D, c'est de la géolocalisation, de la réalité augmentée, de la TV connectée. Voilà. Donc, j'illustre mon propos par quelques vidéos très courtes de choses qui sont possibles de faire. Allons-y pour la vidéo si ça marche, bien sûr. Voilà. Bon, c'est moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais la réalité augmentée, je détecte un bien immobilier. Je suis dans la rue, j'ai la fiche de mon produit, je peux même faire la visite virtuelle, je télécharge le plan, et là j'ai la visite virtuelle en réalité augmentée. Voilà un des exemples d'usage du mobile aujourd'hui dans l'immobilier. Ça tourne vraiment, c'est vrai, hein, ça s'appelle GeoImo, c'est moi qui l'ai fait. Dans quel store c'est disponible? Pardon, c'est sur l'App Store, c'est sur l'Android Market, c'est sur Windows Phone, voilà. Et Samsung Market aussi. Ensuite, ça, le flashcode pour l'immobilier, il est passé vite, je ne sais pas pourquoi, il fait des pauses. Ah, mais il a passé trop vite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. La première partie? Ah, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le montage. Bon, mais c'est pas très important. Ça, c'était le flashcode sur les agences immobilières. Ensuite, on a des solutions pas, sur la promotion immobilière. Voilà, ça passe vite, mais c'est normal. Mais par contre, il ne faut pas accélérer. Alors, les maquettes, je vous ai dit, hein, maintenant on dématérialise les maquettes. Ça coûte cher, une grosse maquette, ça ne se transporte pas, c'est pas évident. Donc on dématérialise la maquette, on la met sur une tablette, on la met sur un smartphone, sur un ordinateur. Donc on fait du multicanal aujourd'hui. Hein. On fait non seulement du papier et du 4x3, mais on fait aussi de la tablette, on fait du mobile et on fait de l'ordinateur. C'est une évidence. Il faut dématérialiser et surtout optimiser en mettant sur plusieurs canaux tous nos modes de communication traditionnels. C'est une évidence si on veut toucher 100% de notre cible. C'est plus seulement la personne de 50 ans, etc. Non, il faut cibler toute la population, surtout ceux qui utilisent le mobile maintenant. C'est ceux que vous allez retrouver en première acquisition dans 10 ans. Voilà. Bon, ça, c'est des outils d'aide à la vente qui sont utilisés par les promoteurs, qui permettent de montrer l'ensemble des lots du programme, etc., télécharger les fiches produits, blablabla. Voilà ce que je voulais vous montrer très vite. Et Jérôme a un stand au salon? Oui, j'ai deux stands. Il y a un qui s'appelle Apps Factory, l'autre qui s'appelle GeoImo. Je vous invite chez Apps Factory. On vous montrera des démos en réalité augmentée avec la tablette, des trucs assez sympas. Merci. Et enfin, pour finir ce premier tour, Hervé Jobé-Duval. Alors moi, je suis ravi parce qu'Hervé Jobé-Duval, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Et il a un parcours juste incroyable, c'est celui que je disais tout à l'heure, hein, à savoir DG, enfin fondateur d'Apollonia, DG de Nexity, et puis il vient sur les nouvelles techno.
Et voilà, avec Romain, ils vont nous présenter un petit peu leur bébé, ce qu'ils ont fait, qui s'appelle Qubity, 2 ans d'incubation, 20 personnes dans l'entreprise. Et c'est voilà, un autre acteur de l'immobilier qui prend les rênes sur la techno. Alors je suis toujours acteur de l'immobilier, puisque quand j'ai quitté Nexity, l'outil a été créé. En plus de ce que je fais actuellement, je fais de la syndication pour faire des grands projets urbains. Juste en 2 mots, jusqu'à maintenant, le grand projet urbain est décidé par une ville qui finance l'ensemble, et les promoteurs achètent des terrains une fois qu'ils se sont viabilisés. Et je me suis rendu compte en tout cas que ce processus ne pouvait pas continuer et qu'il fallait passer à un processus collaboratif. Et voilà, donc j'ai créé une société qui s'appelle la Centrale de création urbaine, dont le métier c'est de syndiquer tous les partenaires du projet, alors les architectes, les promoteurs, les constructeurs, pour faire ensemble du grand projet urbain. Alors vous avez compris la liaison, c'est que quand on commence à dire et à penser que le monde de demain c'est un mode collaboratif, on n'est plus dans des systèmes hiérarchiques, on est dans un système collaboratif, et finalement il faut, et comme vous le disiez à l'instant, l'usage fait qu'il faut absolument inventer de nouveaux outils. Alors, tous les outils dont on a parlé tout à l'heure sont extraordinaires, sauf qu'il fallait quand même penser quelque chose de plus innovant. Donc, 2 choses à dire. C'est que comment on fait de la conception de projet, je dis bien de la conception de projet en collaboration, donc du début, c'est-à-dire de l'architecture, mais même avant des propriétaires fonciers, et comment après on associe l'ensemble des décideurs dans ce processus de coélaboration. En clair, le projet urbain, c'est une plateforme qui permet à toute une collectivité de coproduire ensemble un projet urbain. Voilà. Alors, on va passer le film et je vais laisser la parole à Romain dans 30 secondes. Et le film, donc, va vous expliquer de l'immobilier, de technologie 3D. Volume en scène. Agence de visualisation collaborative. Qubity, la plateforme de partage d'expériences interactives. Volume en scène développe une méthode originale de concertation et de communication par la 3D. Le film 3D, le support indispensable pour une meilleure pédagogie urbaine. Qubity, la plateforme de partage d'expériences interactives. Regardons une courte séquence animée. Introducing Qubity, the fast and seamless way to transform your designs into an interactive 3D experience. How does Qubity work? Well, first, create your design in a 3D design tool such as SketchUp. In one click, preview your 3D design. Now, verify your Qubity design in mirror mode with your original one. Add enhanced effects such as image filters and sky, water, or land. From there, with just one click, publish your Qubity 3D experience in the cloud to share it with others, wherever they may be. Anyone can fully immerse into the interactive experience on either their browser, tablet, or smartphone. Qubity also gives them a true augmented reality experience. It allows the viewers to see how the design looks in its actual environment. They can then capture the image and send it to others. They can also give you, the designer, real-time feedback on your 3D experience. So go ahead, reimagine your designs. Create a true interactive 3D experience. Donc, on a beaucoup entendu parler de consommation instantanée. Nous, avec Qubity, ce qu'on essaie dans la direction dans laquelle on va, c'est si on veut véritablement créer un langage de communication basé sur la 3D, il faut trouver une solution de produire de manière instantanée. Donc, on est dans la production instantanée de contenu. Donc, on a essayé de répondre à cette problématique, et la solution, c'était de suivre le paradigme de l'impression. Parce que lorsqu'on a envie de communiquer via du papier, on a un traitement de texte, on va écrire un document, on va le partager, donc soit on va extraire un PDF, soit on va l'imprimer. Donc nous, pour la 3D en temps réel, ce qu'on fait simplement, c'est directement depuis un logiciel 3D, donc sachant que par exemple un logiciel comme SketchUp, c'est 30 millions d'utilisateurs, en un clic, sans avoir aucune compétence, d'avoir aucun apprentissage, absolument rien, on va directement générer automatiquement une version virtuelle, donc un petit monde virtuel qui va être accessible à tout le monde via un navigateur web ou une tablette ou un téléphone. Et donc voilà, donc la vision qu'on a, c'est de dire que
La 3D est un nouveau langage de communication. On a besoin de travailler sur la 3D. Actuellement, il y a pas mal de solutions. On a vu des applications qui sont développées par des agences, par des développeurs, par des studios, des agences interactives. Nous, on veut offrir ça à tous les concepteurs directement. Donc, pour en faire un véritable langage. Donc, c'est à peu près ça sur ce qu'est Qubity. Je voulais rajouter quand on a été amené à penser partage, précisément c'est un problème de partage, quand on parle de langage, c'est qu'il y ait un langage commun pour pouvoir faire du projet urbain, peu importe la taille d'ailleurs. Donc assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait passer par des films. Par exemple, dans notre société, on a commencé par embaucher des gens qui fabriquent du film. C'est-à-dire que toutes les réunions qu'on a avec les maires, avec les promoteurs, systématiquement, il y a un film. Le film, comme dirait Deleuze, c'est l'image mouvement. Ça permet de faire rentrer quelqu'un dans un projet de manière beaucoup plus interactive, beaucoup plus en mouvement. Donc on a, par exemple, chez Centrale de création urbaine, il y a 5 personnes qui fabriquent du film toute la journée, tout le temps. Enfin, ils en sont à 300 heures de film par an. Et dès que j'ai une réunion personnelle, par exemple avec un maire, sur un projet urbain où il faut monter le projet, eh bien, j'écoute le maire une première fois, et ensuite, dès la deuxième réunion, avec lui ou avec son conseil municipal ou avec d'autres populations, on leur dit, on va vous montrer le projet en film. Voilà, donc faire du film, c'est devenu, pour moi, pour nous, c'est le basique de chez basique pour rentrer en relation avec quelqu'un. On ne peut plus rentrer en relation avec de la 2D, avec une image ou un texte ou avec uniquement sa parole. Donc on fait des films avec une parole virtuelle. Ce petit film que vous avez vu a été fait par nous, hein, et une parole virtuelle. Et on explique, les gens écoutent, ils ont une boucle rétroactive puisqu'ils finissent de voir le film et ensuite ils posent des questions et on rentre en discussion. Donc la vidéo comme moyen pas de communication, d'échange et de dialogue. Ça fait des effets extraordinaires parce que vous passez du maire, ensuite son conseil municipal avec le même film qu'on fait évoluer au fur et à mesure des réunions évidemment, et petit à petit ça s'incrémente, et le conseil municipal, la réunion publique, et après ça devient le film du projet définitif qui est lui-même mis en commercialisation, ainsi de suite. Donc on est toute une chaîne, je dirais par la vidéo, un chaînage de l'élaboration du projet. Ça c'est l'histoire, finalement l'histoire racontée, c'est une histoire en mouvement en permanence. Ça, c'est notre première idée de départ qui est bien développée et qui nous permet de faire des grands projets urbains. Et en même temps, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas très immersif. Évidemment, on faisait des progrès extraordinaires dans la perception des gens pour élaborer le projet et pour adhérer au projet. C'était un système d'adhésion extraordinaire. Le cinéma, évidemment, c'est un système d'adhésion extraordinaire. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, notamment avec les architectes, avec les promoteurs, ils voulaient rentrer dedans. Hein, et la population, évidemment, et le maire aussi. Donc, on a commencé par se dire, tiens, faisons une plateforme, faisons comment on pouvait faire un système 3D en temps réel. Hein, la vidéo, c'est du précalculé, tout simplement. La 3D en temps réel, c'est-à-dire qu'on fabrique le projet, on est dedans. On est dedans. Voilà, et c'est pour ça qu'on a créé Qubity maintenant, depuis maintenant 1 an, mais que ça fait 3 ans qu'on y travaille, et que voilà, c'est un enjeu tout à fait important pour nous. C'est comment maintenant, finalement, c'est quoi l'image-mouvement qui est le film? Ce que nous, on pense, c'est que l'avenir, c'est l'être soi-même qui est le mouvement. La plateforme interactive Qubity, c'est bien précisément pour que chacun puisse lui-même complètement rentrer dans un projet et imprimer son propre mouvement avec la liberté absolue de son mouvement. Voilà ce que je voulais dire sur Qubity et qui va sortir très prochainement. Alors vous annonciez dans le film Q1 2014 et pour une bêta, et c'est un truc à souligner que vous n'avez pas dit, c'est un acteur global, une petite start-up française globale. Donc ça, c'est un truc à souligner. Espérons que vous ayez la même réussite que les Dailymotion et les Criteo et consorts. Criteo, vous avez pu entendre cet après-midi. Voilà, on a bien débordé. On avait prévu que cette séquence dure une demi-heure et qu'il y avait une demi-heure de questions-réponses. On en est à 1 heure. Donc on va prendre 2 questions et je vais passer dans le public avec le micro. Qui est-ce qui a des questions? Non, on vous a... Mais Hervé, si tu es debout, est-ce que tu as une question? C'est la première, la plus difficile, toujours. Moi, je veux bien, en attendant que vous réfléchissiez aux questions, qu'on voit le film de NFC qu'on n'a pas vu d'Olivier. Oui, Michael, si tu peux le lancer. C'est en fait, rappelez-vous, c'est sur les usages. Les usages, Orange a trouvé des usages autour de la NFC, et c'est très précisément ce qu'a dit Olivier. Avant, avec mon smartphone, je téléphonais, je prenais des photos, j'envoyais des SMS. Aujourd'hui, grâce au NFC, Orange rend mon téléphone encore plus intelligent et utile dans mon quotidien.
il me suffit de passer mon téléphone sur le tag d'une affiche de concert pour réserver aussitôt 2 places. Si nous décidons d'aller faire du shopping avant le cinéma, il nous suffit d'approcher notre téléphone d'un terminal pour payer nos achats. Et plus la peine de conserver nos cartes de fidélité ou nos coupons de réduction. Tout est enregistré et directement comptabilisé. Nous en profitons pour recharger nos mobiles. Un monument ou une œuvre d'art nous interpelle sur notre chemin, nous obtenons directement des infos. Ensuite, d'un simple geste, nous pouvons consulter les horaires du bus dans lequel, une fois encore, nous pourrons payer et valider avec autant de facilité. Au cinéma aussi, nos smartphones remplacent nos portefeuilles, avant de nous servir de ticket d'entrée pour le concert que j'ai réservé dans le métro. Et le lendemain au bureau, c'est lui qui me sert de badge d'accès pour la salle de réunion, pour mon ordinateur et même pour la cantine. Avec les technologies NFC sans contact, Orange enrichit et simplifie mon quotidien en me permettant de lier d'un seul geste le monde physique à la richesse du monde numérique. Merci. Merci Michael de nous avoir passé les vidéos pendant toute la séquence. Des questions ? Oui, moi j'ai une question sur le NFC, donc ce que vous venez de montrer. Comment vous fonctionnez ? Est-ce que c'est... Enfin, je ne sais pas, vous avez des partenaires qui sont identifiés quand l'utilisateur... Enfin, il n'y a rien à télécharger. Comment ça fonctionne derrière, concrètement ? Alors, pour faire marcher tout ça, il y a plein d'acteurs. La normalisation a commencé il y a 10 ans. Comment ça fonctionne concrètement ? Vous avez un badge, au sens large, une carte que vous voulez dématérialiser. Vous passez par une plateforme, qu'en l'occurrence, nous, Orange Business Service, on sait opérer. On va s'interconnecter sur l'opérateur du consommateur à qui vous voulez envoyer le badge. Et puis, ça va l'envoyer dans la carte SIM. Et après, même batterie éteinte, comme la carte SIM est liée physiquement à la petite antenne, ça va marcher. Ça va marcher, on sera reconnu de façon automatique. Et donc, on peut ainsi envoyer, nous, Orange Business Service, pour le compte de nos clients, les badges que vous voulez. Et on est interconnecté vers tous les opérateurs mobiles qui implémentent aujourd'hui le NFC. Ils sont 4, Orange, SFR, Bouygues et Énergie. Et Virgin, pardon, excusez-moi. Non, Énergie, excusez-moi, je viens de... Bref, il n'y a pas Free, quoi. Et vous l'aurez noté, c'était un peu lourd. Et donc voilà, et donc une fois que le badge est là dans la... Si vous voulez, la carte SIM, tiens, je vais prendre une analogie immobilière que je prends d'habitude, mais elle va bien, c'est devenu un immeuble. Au rez-de-chaussée, il y a l'opérateur, propriétaire de la loge, de tout ça, etc. Les étages au-dessus sont alloués. C'est-à-dire que voilà, on loue son espace sur la carte SIM et c'est un espace privatif. Hein, on vous donne les clés et après vous pouvez mettre vos badges. Et donc à la fin, le consommateur, le client, il est à la fois client de l'opérateur mobile. Ça veut dire que s'il perd son mobile, l'opérateur mobile saura au moment où le client va se signaler dire rapatrier toutes les badges que vous avez envoyés. Il vous rappellera, il vous dira le consommateur 06 73 machin. Il a perdu son mobile, est-ce que vous avez un badge à lui renvoyer ? Ça, c'est en gros les services proposés par l'opérateur mobile. Et puis, vous, en tant qu'entreprise émettrice du badge, vous êtes en relation avec le consommateur, non seulement côté pile, mais aussi côté face, puisqu'en général, tous les gens qui déploient un système NFC ont également une appli, et c'est très pratique, finalement, d'avoir complètement dématérialisé la carte de fil, le badge, enfin... On a un bout de papier qui parle et qui devient interactif vis-à-vis du client. Voilà. Une autre question ? Non. On est pile à l'heure. Et Hervé, je pense que tu vas vouloir conclure la journée.